sais pas si je suis suivi partout. Je vous souhaite la bienvenue et bon après-midi. La session d'aujourd'hui est conçue pour être animée par les participants. Et votre serviteur, je ne serai qu'un modérateur. Alors, en attendant que d'autres collègues nous rejoignent, je propose que nous puissions attendre encore 5 minutes et pendant les 5 minutes, nous pouvons nous présenter mutuellement pour nous connaître. Nous formons une famille et il est bon que nous nous connaissions et surtout pour ceux d'entre nous qui se présentent pour la première fois. Je vais commencer par Monsieur Alphonse Conan. Monsieur Alphonse, vous avez la parole. Bonjour professeur, merci. Je suis Conan Alphonse, je suis consultant régional pour le projet ECO et je suis très heureux de rejoindre le programme de professeur Boula chaque semaine et je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Conan, pour le travail que vous abattez sur le terrain. Nous allons demander à Monsieur Jumantumba Caetano de se présenter à l'assistance. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Je suis Juma Tumba Kaitan, le HIP. HIP Pokoya, ECO en République centrafricaine, avec mon équipe, monsieur. Achille Sama, je suis le consultant nutritionniste au niveau de Koya. OK. Soyez les bienvenus. C'est un plaisir de voir les frères centrafricains se joindre à nous. Et si vous pouvez intéresser d'autres pour que nous puissions échanger de plus en plus. Monsieur Babacar Banda Diallo, si vous nous suivez, veuillez vous présenter. Ouvrez votre micro et veuillez vous présenter. Bonjour tout le monde. Bonjour, cher monsieur. Moi, c'est Babacar Banda Diallo. Je suis docteur en épidémiologie. Je suis chargé actuellement de la surveillance au niveau de l'USAID FHI. C'est un honneur pour moi vraiment de participer à cette réunion, de renforcer mes connaissances en termes de prévention et contrôle des infections. C'est ma première fois que je me suis connecté. Donc, je suis là pour suivre. Merci beaucoup. Monsieur Babacar, est-ce que vous pouvez vous approcher de votre micro parce que vous sortez euh, très difficilement? Excusez-moi alors, je vais essayer de parler très fort. Donc, je disais que Oui. je m'appelle Babacar Banda Diallo. Je suis docteur en épidémiologie, chargé de la surveillance épidémiologique au niveau de l'USAID. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi vraiment de participer à cette réunion. Donc, d'habitude, c'est ma première connexion. Donc, d'après mes connaissances que j'ai au Sénégal, j'ai été vraiment mêlé dans la surveillance épidémiologique et que pendant la période de pandémie, la PCA a été vraiment un levier important au niveau du pays. Donc, je suis là pour augmenter les connaissances et partager avec nos confrères africains. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Babacar. Vous connectez à partir de quel pays? Je suis au Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur Babacar, et soyez les bienvenus. Nous allons demander à Monsieur Bonheur Ndoko de se présenter. Oui, bonjour professeur. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et je suis congolais de la RDC et chargé de la PCI Africa CDC. Merci beaucoup, Monsieur Bonheur. Merci professeur. OK. Nous allons demander
au docteur Ousseini Gueye de se présenter aussi à l'assistance. Bonjour, professeur, et merci beaucoup pour cette session. Moi, c'est le docteur Ousseynou Gueye, pharmacien biologiste et responsable adjoint du laboratoire de référence VIH au Sénégal. Et point focal PCI au niveau du Sénégal. Et nous profitons aussi de cette occasion pour remercier M. Alphonse Conan, vraiment qui nous a beaucoup aidé et qui nous a facilité notre adhésion à l'écho et suivre cette session sur la prévention contre des infections. Monsieur Conan, tous nos remerciements. Et merci beaucoup, professeur. Je vous remercie. Docteur Ousseini, merci d'être venu et nous vous demanderons d'être notre ambassadeur aussi dans ce grand pays, le Sénégal, dont nous connaissons la culture. Nous demanderons à ce que d'autres confrères du Sénégal se joignent à nos sessions pour plus d'échanges, d'expériences et je pense que nous ferons avancer la PCI. Merci, docteur. Inch'Allah, professeur. Et ça nous ferait un grand plaisir. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Ndaï Chimier, voudriez-vous vous présenter à l'assistance? Bonjour à tous. Je m'appelle Elvira Ndaïchimiye. Je suis au Burundi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Elvira Ndaïchimier. Je suis madame. Excusez-nous, madame. Excusez-nous, madame Elvira. Ouais, C'est la première fois, je pense que nous allons nous habituer à vous appeler maintenant madame. merci. Soyez la bienvenue. C'est Merci la même beaucoup. demande. Intéresser d'autres dames et messieurs Ouais, à nos séances de PCI ouais, pour plus d'échanges entre nos pays. ouais, merci. OK. Nous avons ensuite Monsieur Horace Akapo, auquel nous demandons de se présenter à l'assistance. Merci, professeur. Bonsoir. Bonsoir. Je suis docteur Akakpo Horace, médecin suivi évaluation à la direction régionale de la santé du Tompi. C'est Ama, c'est l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, aux confins de la Guinée et de Libéria. Et c'est un réel plaisir de participer aux sessions de PCI RDC, comme je le dis. C'est un exemple à suivre. Donc, je suis là aujourd'hui encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Horace. Ça nous fait plaisir de vous avoir et je pense que ce n'est pas la première fois. Je pense avoir déjà vu votre nom pendant les autres sessions. Soyez les bienvenus et merci de contribuer aussi aux échanges dans cette messe, comme l'appelle le docteur Valérie. Nous allons demander à Madame Isabelle de se présenter à l'assistance. Madame Isabelle, si vous nous suivez, veuillez prendre la parole. Je pense qu'elle n'est pas en ligne. Alors, nous allons demander, en attendant, à notre confrère Joël Guy Massio de se présenter à l'assistance.
n'est peut-être pas en face de son ordinateur. Alors, docteur Judith, voudriez-vous vous présenter à l'assistance? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, c'est docteur Judith Boukaba de l'hôpital provincial de Bukavu. Merci beaucoup. En RDC. Oui, en RDC. Voilà. Nous parole à Monsieur Kossi Kolani de se présenter à l'assistance. Oui, bonsoir, salut professeur. Salut. Je suis Kossi Kolani, je suis infirmier de profession, responsable d'une unité de soins périphériques dans la région des plateaux du Togo, principalement dans le district sanitaire de l'Est Mono. Merci beaucoup, Monsieur Kossi, et soyez le bienvenu. Merci bien, professeur. Nous demandons à Monsieur Moirabou Mathias de se présenter à l'assistance. Bonjour professeur, bonjour tout le monde. Je suis Monsieur Mathias Moirabou Bouchiri, manager des programmes de santé, expert en PCI et WASH, RDC, République démocratique du Congo alors. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mathias, pour votre présentation. Madame Micheline Nguessan, voudriez-vous vous présenter à l'assistance? Bonjour professeur, bonjour à tous. Je suis, Bonjour. je suis Nguessan Micheline, médecin biologiste au CHU de Boaké en Côte d'Ivoire et je Oui. suis chef d'équipe d'un programme de prévention et de contrôle des infections. Merci beaucoup au docteur Nguessan Merci. et soyez la bienvenue. Merci professeur. Nous donnons la parole à Monsieur Souleymane Parkouda qui va nous parler du Gabon. Bonjour à tous, je suis Souleymane Bartouda, biologiste au centre hospitalier régional de Lambaréné depuis le Gabon. Merci beaucoup, Monsieur Souleymane. Lamba René a une longue histoire dans la médecine que nous admirons. Soyez le bienvenu. Docteur Valérie, à votre tour, nous vous donnons la parole pour vous présenter à l'assistance. Merci beaucoup, cher professeur. Bonjour, chers collègues et amis de la messe de de tous les vendredis. Content de nous avoir. Moi, c'est Valérie Chilombo Kazadi. Je suis membre de SLPCI, spécialiste en prévention et contrôle des infections. Et me promenant ci et là à travers le monde pour pouvoir renforcer les capacités en prévention et contrôle des infections. Et content d'avoir cette plateforme comme lit de partage et de ressources ou de ressourcement même en prévention et contrôle des infections pour les soins de meilleure qualité. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie. Je pense que vous allez officier cette messe de chaque vendredi comme vous avez l'habitude de l'appeler et soyez le bienvenu. Nous passons la parole à Monsieur Guillaume Agoussi qui se présente à l'assistance. Bonjour, professeur. Moi, Bonjour. c'est Guillaume Yapo Agoussi. Je viens de la Côte d'Ivoire. Bon, je suis un infirmier privé dans une structure. Je suis un infirmier privé dans une structure. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Yapo. C'est l'un des plus réguliers de cette plateforme. Nous vous remercions pour tout le travail et les échanges que vous apportez à chaque fois.
Nous avons Monsieur Zidane Ngwana. Monsieur Zidane, voudriez-vous vous présenter à l'assistance? Ok, bonjour professeur. Je Bonjour. suis, je suis Zidane Gouana, je suis Camerounais d'origine, en service à l'hôpital général de Gawa, responsable de la PCI. Merci beaucoup, Monsieur Zidane. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette session. Je ne sais pas si nous avons oublié quelqu'un. Ah, je vois le docteur Ndoumé. Docteur Ndoumé, pourriez-vous vous présenter à l'assistance avant que nous ne commencions? Docteur Ndoumé, je pense qu'il est loin de son téléphone ou de son ordinateur. Alors, docteur Dieudonné, docteur Dieudonné Ouedraogo, vous avez la Allô? parole. Allô, bonsoir. Oh, docteur Ndoumé, vous avez la parole, pouvez vous présenter à l'assistance. Oui, je suis docteur Ndoumé Constant, je suis membre de la Task Force PCI EHA de Côte d'Ivoire. Je suis actuellement en poste au CHU de Yopougon, au service d'hygiène et biosécurité. Merci beaucoup, docteur Ndoumé, et bienvenue cet après-midi. Bien, chers amis, chers collègues, c'est un plaisir pour moi d'assurer la modération de cette session qui sera animée par les participants que vous êtes sur l'organisation de la prévention et contrôle des infections respiratoires. Alors, nous attendons les expériences des diverses régions qui constituent notre continent et en dehors de notre continent, parce que nous sommes suivis aussi en dehors de l'Afrique. Nous allons rappeler quelques règles. On va demander à ceux qui n'ont pas la parole de fermer le micro et nous demandons aussi la caméra pour que la connexion se fasse de bonne manière. On peut demander la parole ou on peut écrire dans le chat. On peut lever la main aussi et la parole vous sera accordée et les autres peuvent apporter leur contribution. Euh, Tous les autres aussi peuvent répondre aux questions. Ce n'est pas un examen, mais c'est un échange. C'est une session d'échange, d'expérience. Chaque pays, chaque région, et dans le même pays aussi, on peut avoir des variantes dans la gestion de la PCI. Alors, soyez libres d'exprimer vos opinions. Ceci dit, nous ouvrons la séance et j'attends le premier qui se jette à l'eau pour nous parler de comment ils organisent dans sa région la, la prévention et le contrôle des infections respiratoires. À vous la parole.
Qui se jette le premier à l'eau? Professeur, je peux oser me jeter à l'eau. Ah ben oui, j'espère que vous savez nager. Un tout petit peu. J'ai été soutenu récemment dans une rivière Oui, quelque temps oui, en nageant dans le fleuve Tigre, le Tigre donc au Moyen-Orient. J'ai oui. été soutenu par des collègues de façon à ce que moi qui ne sais nager que tête sous l'eau dans une piscine, je puisse apprendre comment me propulser et justement jeter la tête hors l'eau. Cela étant, il est un plaisir de pouvoir dire que cette nage ne s'est faite qu'avec le soutien des autres. Et du coup, puisque nous parlons de nager dans le sens de la prévention et contrôle des infections respiratoires, ça ne peut être qu'un travail d'équipe, bien sûr. Donc, pour Bien sûr. apprendre à me propulser sous l'eau, projetant de l'intérieur vers l'extérieur les mains comme des palmes pour avancer, tout en repoussant l'eau avec les pieds, eh bien, j'ai dû donc apprendre à pousser un tout petit peu. Donc, la prévention et le contrôle des infections respiratoires demande également une organisation d'équipe puisque vous nous demandez de parler comment organiser ou comment est-ce que c'est fait, j'aimerais tout de suite dire que dans mes promenades dans les différents pays, je me suis vite réalisé que l'identification des problèmes était une phase assez importante et c'est notamment la COVID qui nous a rappelé un tout petit peu des choses que nous négligeons dans un sens donné, alors que la tuberculose nous avait déjà amené à pouvoir prendre certaines précautions avec l'étiquette respiratoire et tout ce qu'il y a comme matériel qui devait accompagner. Donc, du coup, je rentre dans l'organisation générale tout en disant que, eh bien, avec la COVID, je donne l'exemple de l'Afrique du Sud où j'avais été déployé pour pouvoir organiser un certain nombre de choses ou appuyer, pour dire mieux, l'organisation qui était déjà mise en place. C'est que avec les différents comités PCI qui étaient là, ou même avec les responsables administratifs des hôpitaux là où nous avons été, ou dans les zones de santé où nous avons été, ou dans les districts de santé, on s'est vite réalisé que l'identification des problèmes était une étape très, très importante. Nous avons également interrogé le niveau de formation des uns et des autres par rapport à la prévention et le contrôle des infections que la PCI de base en termes de précautions standards, en termes de précautions additionnelles dans lesquelles nous nous inscrivons maintenant par rapport à la transmission gouttelette, par rapport à la transmission donc aérosol, les mesures qui devaient être mises sur pied dans la COVID demandaient bien que le personnel puisse être formé. Nous demandions combien de gens étaient formés. Est-ce que cela a été répertorié quelque part dans un registre, tout en mettant les nombres de participants, les formateurs et les titres, les thèmes qui ont été inclus dans cette formation-là. Ça fait partie des indicateurs et des moyens de vérification qui permettent de pouvoir nous rassurer. Oui, oui, les gens ont été effectivement formés là-dessus parce que quand on forme les personnes, et même en les interrogeant, quand on lit plusieurs articles, les personnes se sentent plus confortables à aller gérer une infection ou aller gérer même une épidémie qui peut être là du point de vue respiratoire parce que ces personnes sont confiantes en elles-mêmes, elles sont confidentes, se disant oui, je peux aller aborder ceci parce que je connais ce qu'il faille faire. Si la personne n'est pas formée, cela devenait un problème. Et ici, j'ajoute maintenant l'expérience de la République démocratique du Congo, où pendant que la COVID a commencé, avant le déploiement en Afrique du Sud, nous avons eu un cas qui est arrivé à l'hôpital chinois, le tout premier cas. Eh bien, le personnel de santé a dû détaler, prendre fuite. Et du coup, vous voyez un malade qui est abandonné à lui-même pendant un temps, le temps que les gens se ressaisissent pour pouvoir revenir, ça fait une difficulté énorme parce que lui-même se met dans une situation se posant la question, mais moi-même, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'est des éléments importants, cette formation de base. Mais du coup, qu'il faille accompagner du matériel, ce que nous devons faire comme travail, que l'Afrique du Sud a eu à déployer beaucoup d'énergie, que les masques
dès le départ, avaient été pourvus et pour certains, on a dû amener des respirateurs, donc les appareils respirateurs que nous avons, le dispositif donc, que nous avons, les N95, les KN95, pour dire que vous avez le modèle américain, vous avez le modèle chinois, et les FFP2, FFP3 qui ont été donnés. Puis finalement, pour le grand public, nous sommes entrés dans cette gymnastique avec les masques en tissu parce que ce n'était pas possible de pouvoir couvrir partout et avec des masques qui étaient ceux médicaux ou avec les respirateurs. Donc ça, c'est un peu d'entrée des jeux, les difficultés auxquelles on a eu à faire face parce que rappelons-nous que pendant ce temps, il fallait qu'il y ait aussi du matériel qui soit patenté et autorisé pour pouvoir entrer en Afrique du Sud et être utilisé dans les institutions. Alors, j'aimerais donner une toute petite expérience assez intéressante. C'est que nous sommes dans une des provinces, le Limpopo, qui est au nord de l'Afrique du Sud, donc attenant au Zimbabwe. Et il y a une organisation qui est venue de Western Cape, en bas, ça veut dire au Cap, dans la région du Cap, et qui est venue pour présenter des masques, de façon à ce que le département de santé puisse le prendre et les utiliser. Ces masques, c'était des masques en tissu améliorés et ils devraient donner on m'a demandé, moi, comme consultant, de pouvoir donner mon point de vue. Regardez le degré de responsabilité. J'insiste beaucoup sur le degré de responsabilité que nous avons, nous, qui avons été formés, qui avons la connaissance et qui devront donc la partager avec les autres. Je suis appelé au niveau de la province, donc au niveau du ministère de la Santé. Je dois rencontrer le chargé de marketing de cette institution. Ce que j'ai fait, c'est qu'il a amené plusieurs paquets qui étaient tout à fait différents. Et moi, j'ai regardé les paquets. Et à ce niveau-là, j'ai demandé, est-ce que vous pouvez nous donner la fiche des données de ces masques? Parce qu'on doit demander la fiche de données scientifique. Par quel labo ils sont passés? Qu'est-ce qui a été comme résultat des différents tests avant de décider de la mise en circulation ou bien de pouvoir conseiller au département de pouvoir prendre ces différents masques. Alors, ils sont venus, en ouvrant les masques, on a travaillé et quelques masques déjà posaient un problème pour l'ajustement au niveau du nez. Vous voyez le moulant métallique qui se trouve, dur métallique qui se trouve sur le nez, de façon à pouvoir assurer une bonne étanchéité autour. Il faudrait bien que nous puissions faire le test et que nous puissions savoir que les gens sont capables de supporter ces différents masques et que cela ne pourra pas amener des gènes respiratoires également. Et est-ce que nous avons des fuites? Donc, comme expert, on regarde tout ça et pour réussir cela, je dis, OK, tirons ce que l'OMS dit comme étape à suivre pour validation et utilisation de ceci. Donc, nous avons pris le document de l'OMS que nous avons remis à la compagnie, nous avons remis au ministère pour qu'ils sachent qu'il y a des étapes à suivre avant la validation. Je vais essayer de pouvoir maintenant être bref pour dire que voilà, ces choses sont des choses que nous rencontrons. Les frontières avaient été fermées et il y a eu un réseau qui a été organisé avec Africa CDC, OMS et beaucoup d'autres organisations pour savoir par quelle filière est-ce qu'on pouvait acquérir le matériel pour pouvoir le donner à la communauté. Et l'État s'est investi aussi dans cela. Et les producteurs locaux ont eu une opportunité de pouvoir amener leurs produits afin de pouvoir couvrir ce genre de choses. Alors, que ce soit pour les services d'urgence, que ce soit pour la médecine interne, que ce soit pour la pédiatrie, que ce soit pour les soins intensifs, que ce soit de néonatologie ou tout autre soins intensifs, chaque service avait le type et le quota des masques qu'il devrait avoir et on devrait bien essayer de pouvoir donner les besoins de consommation. Ici, dans nos services, souvent nous n'avons pas l'inventaire ou bien les consommations moyennes mensuelles que nous avons dans les intrants PCI, notamment dans les masques. Comment est-ce que les organisateurs en amont pourraient pouvoir nous en donner au nombre que nous voulons si nous n'avons pas le retour d'informations en disant notre service en consomme autant et de chaque type et de cette grandeur de façon à pouvoir approvisionner nos services. Donc voilà un peu des éléments du point de vue pratique qui demandent à ce que nous qui sommes sur terrain puissions travailler sur la chose. Et lorsque l'épidémie est passée, lorsqu'on commence une désescalade,
Est-ce que les quantités doivent être dégradées en nombre et en quantité pour permettre à ce que nous puissions couvrir d'autres services parce qu'on avait une intensité au début, mais après, quand ça commence à diminuer, on doit avoir la sincérité de pouvoir aussi décroître et montrer que nous nous orientons maintenant vers ceci et que notre besoin a dû changer pour que ceux-là qui essaient de budgétiser puissent être capables d'amener les choses et servir tous les services parce que nous ne sommes pas les seuls en province, nous ne sommes pas les seuls dans les districts et nous ne sommes pas les seuls à pouvoir demander des contributions. Et du coup, on peut aussi mobiliser si l'État n'a pas pu le faire. On a vu, par exemple, dans la province de Limpopo, les miniers qui étaient là-dedans ont été approchés dans le secteur. On peut approcher des commerçants et ils mettent leur argent pour pouvoir avoir les intrants si l'État n'a pas été capable de pouvoir le faire tout seul. Et cela se fait sous l'égide, sous la direction donc, du gouvernement. Cher professeur, j'ai été long, mais une manière de me jeter à l'eau et essayer de faire, peut-être donner une idée de ce qui s'est fait dans les différents pays et dans les déplacements que nous avons eu à faire. Merci beaucoup, cher prof. Merci beaucoup, Dr Valérie, pour ce lancement des échanges. Je vais vous demander encore de revenir parce que vous avez parlé de l'identification des problèmes, qui est une étape très importante. Et vous avez mis l'accent sur la formation. Sans la formation, on ne peut rien faire. Cette formation, il faut peut-être insister un tout petit peu sur, parce que vous êtes pratique et vous prenez la pratique. Si vous pouvez mettre quelques points sur lesquels la formation doit insister avant de vous demander, non, je vais vous poser la question après sur le cas qui a fait d'étaler les gens, le premier cas qui est arrivé à votre hôpital à Kinshasa. Merci. Docteur Valérie? Oui, professeur, merci beaucoup. Quand on parle de formation, eh bien, beaucoup de gens pensent toujours qu'on a la formation pré-service, donc avant service, et les gens pensent beaucoup plus à cela. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu cette formation, mais nous sommes dans un contexte donné où nous avons la formation continue pendant les services. Eh bien, il est très important ici que dans une formation donnée, une formation médicale, dans une formation de santé, j'allais dire, une institution de santé, si nous avons déjà les données, nous savons bien que le personnel n'a pas été formé, ou même que le personnel a été formé, nous insistons, je le dis encore de nouveau, sur l'enregistrement, recording, ça veut dire nous avons la documentation, voilà, la documentation de ce qui a été fait. Les besoins qui sont là, je dis par exemple, le besoin de la formation, c'est que les gens n'ont pas la PCI de base. Il est difficile de venir donner seulement la formation sur les infections respiratoires, cette prévention, sans donner l'ensemble du paquet qui dit que nous donnons les précautions standards. Nous donnons d'abord la base, celle de base, et puis nous allons passer justement à la formation par rapport aux précautions additionnelles. Et quand je parle de précautions additionnelles, ça veut dire qu'on va pouvoir les ajouter sur les standards. Alors, les exigences demandent à ce que nous puissions former, pas seulement en parlant. Nous avons ici la stratégie multimodale. Cette stratégie multimodale qui nous permettra de pouvoir prendre plusieurs modes, plusieurs modalités, on les associe ensemble parce que quand on parle, les choses s'envolent. Changer l'environnement du travail. Comment est-ce qu'il se présente? Eh bien, par exemple, pour l'hygiène des mains, nous savons qu'on a installé les stations d'hygiène des mains. On a mis du savon, on a mis les rappelants, hein, ceux qui vont nous permettre de pouvoir nous rappeler des étapes, nous rappeler aussi les 5 moments d'hygiène des mains. Dans l'hygiène respiratoire, c'est exactement la même chose. Nous avons, par exemple, à l'entrée, ici, par exemple, nous savons bien que nous avons la tuberculose. C'est un patient de tuberculose qui se trouve là-dedans, une tuberculose ouverte. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons avoir un poster qui n'est pas un poster stigmatisant, une affiche non stigmatisante que nous allons mettre
Par exemple, quand nous disons hygiène respiratoire, nous allons dire, par exemple, qu'il faut mettre le masque tel. Moi, personnel soignant, je vais mettre N. Quand je dessine, je mets N95, je mets KN95, je mets FFP2, FFP3. Le personnel soignant sait bien qu'avant d'entrer, si je dois porter ceci. Alors, je sais bien que aussi, en dehors de ça, je parle maintenant du point de vue du changement de cet environnement où nous sommes. Nous avons des rappelants visuels qui sont là, des visuels rappelants qui vont dire, OK, il faudra mettre précaution. On peut dire peut-être par exemple précaution 5, où on met une image en jaune. Et nous, notre codification jaune dit ceci, notre codification rouge dans notre institution dit que voilà, c'est tel qu'il faut mettre. Sur le registre du patient ou sur la fiche du patient plutôt, il y a des personnes pour nous dit quelque chose, nous, personnels de santé. Quand le public vient rendre visite, est-il autorisé à entrer, oui ou non? Nous mettons aussi quelque chose qui est en rapport avec le visiteur. Si le visiteur devra mettre le masque, eh bien, nous plaçons à côté une tablette avec un carton qui a les masques, qui permet à ce que le visiteur puisse prendre le masque, l'utiliser. Nous disons, en entrant, eh bien, avant de mettre le masque, faites l'hygiène des mains, vous posez votre masque, à la sortie, vous vous débarrassez du masque et nous mettons aussi des poubelles qui permettent de pouvoir recevoir cela. Donc, voyez-vous, ça, c'est une formation pratique dans le champ du travail. Avant que nous puissions avoir, vous pensez à cette formation des gens qui sortent spécialistes, qui ont diplôme, certificat en cela, nous avons la formation continue pendant les services. Et ces exigences sont très importantes parce que périodiquement, nous pouvons venir pour pouvoir rappeler. Et une des exigences, c'est que lorsque nous avons un personnel nouveau qui est recruté dans l'induction, je ne sais pas comment nous appelons ça en français, le mot est parti, mais je crois que dans l'induction, dans la mise en œuvre, lorsqu'il vient, dans la mise en service, voilà, lorsqu'il doit, du nouveau personnel doit être mis en service, dans les exigences, cette personne doit subir une formation et une initiation à tout ceci pour qu'on n'envoie pas une personne au front être exposée tout en sachant bien qu'il y a des risques. Donc, une des exigences, c'est que toute personne qui devra être mise en service devra passer par un programme de formation qui va intégrer A, B, C, D, y compris des aspects PCI. Donc, c'est assez intéressant, professeur. Ça ne demande pas de l'argent excessivement. Nous sommes toujours dans une histoire où les gens disent il faut de l'argent pour ça. Non. Nous qui avons été formés et les membres du comité PCI qui sont censés faire ça, ou le responsable PCI qui a la formation de base dans toutes ces choses, est appelé à pouvoir mettre ce système dans son service, mettre cela dans son hôpital, de façon à ce que de façon aisée, nous puissions essayer de rattraper le retard et que les personnes soient averties. Nous pouvons lire beaucoup d'articles qui disent que si les personnes sont formées, ces personnes sont confidentes et sont capables d'aborder le cas. Voilà un peu les exigences qui peuvent être données. Je n'aimerais pas beaucoup trop insister sur le matériel qui accompagne tout cela, hein, mais c'est des choses qui peuvent être mises en œuvre. Mais d'autres aussi peuvent rajouter par rapport aux exigences qui sont circonstanciées en fonction du milieu où on est. Merci, professeur. Oui, ils auront la parole quand ils vont la demander. Alors, j'ai promis, vous avez donné un exemple frappant qui est arrivé à Kinshasa. Pour le premier cas qui s'est présenté à l'hôpital où vous étiez attaché avant de faire la ronde en Afrique du Sud, pourquoi les gens ont détalé? Je voudrais avoir le mot parce que c'est un élément que vous n'avez pas cité. Et il faut le situer dans le contexte. Pourquoi les gens ont détalé d'abord? Professeur, la peur et l'ignorance sont les deux mots que je peux utiliser. Probablement, vous pouvez en rajouter un troisième. La peur et l'ignorance. Je vais expliquer. Quand on parlait COVID-19, oui. Les informations qui étaient véhiculées par les médias et tout ce qu'on voyait à Wuhan, non seulement ça, mais les différentes petites vidéos que nous avons vues autour de ce qui se faisait ailleurs. Je dis bien que certaines de ces vidéos sur les réseaux sociaux étaient des choses fausses, hein? Ce n'était pas des vérités.
Donc, il y a eu ce qu'on appelle l'infodémie qui a dû démoraliser les gens et je peux dire de nouveau le retard que nous prenons dans la préparation de nos pays. Ça faisait vraiment des mois que nous avions eu à Wuhan l'explosion de en Chine, l'explosion de cette épidémie qui a commencé à avancer petit à petit. Mais nos pays n'étaient pas toujours préparés à pouvoir former les gens. Déjà même qu'il faille ajouter du point de vue de cette ignorance qu'on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Hein. Si vous suivez très bien, et ça continuait jusqu'à la fin de la pandémie en République démocratique du Congo, on continuait à pulvériser partout. Alors que déjà l'OMS n'autorisait pas cette pulvérisation. Oui. Je dirais que la logistique qui accompagnait la pulvérisation, les équipes qui devaient se déplacer techniquement devaient avoir un véhicule, du carburant, du matériel et on devrait protéger. On a continué à pulvériser jusqu'à la fin, malgré que les données ont prouvé à suffisance qu'il ne fallait plus continuer à faire cette histoire qu'on a vu être faite en Chine parce qu'on ne connaissait pas beaucoup les moyens de transmission, les voies de transmission. Donc l'ignorance a fait que les personnes n'étaient pas confidentes. On a cru que les choses, je ne sais pas si comment on appelle ça, le virus de Covid était en train de voler dans le fond quand vous vous tenez quelque part, il vole, il vient vous attraper comme un esprit. Oui. Oui, prof. Donc, c'est ça, l'ignorance et la peur. Si on avait la connaissance, la peur aurait été moins grande et on aurait dû gérer les cas différents parce que les gens sont rentrés finalement vers ce cas-là. Il faut dire que je n'étais pas vraiment affecté à ça, mais j'étais à Kinshasa dans les équipes. Et quand les gens ont pris la poudre d'escampette, on nous a dit, j'ai dit, mais c'est une chose qu'il fallait éviter parce qu'on pouvait former les gens déjà avant. Et quand nous ne regardons que l'argent, quand je parle d'argent pour dire comme préalable, ça devient très difficile et pourtant, au cas par cas, on pouvait arriver à former à moindre coût le personnel pour gérer ce genre de choses. À vous, professeur, je vous ai interrompu plusieurs fois. Oui, non, c'est ça, il faut ce dialogue-là. Alors, le terme que j'attendais, chaque fois quand il y a un cas qui arrive d'une situation qu'on ne connaît pas, il faut faire l'évaluation du risque. Si vous pouvez dire un mot sur l'évaluation du risque. Parce que vous avez déjà donné les précautions standards et complémentaires, alors intégrer ça dans l'évaluation du risque et les moyens pour se protéger. Comme ça, nous complétons ce que vous avez dit avant et nous allons donner la parole à d'autres participants qui ont d'autres expériences aussi. Merci, docteur Valérie. Merci beaucoup, cher prof. Chers collègues participants, c'est assez intéressant. Et surtout quand il s'agit de pouvoir se dire, OK, quelle est la précaution que nous allons utiliser? Quel est l'équipement de protection individuel que nous allons utiliser? Parce que tout cela se fait sur base du risque qui a été évalué. Quel est le risque? Eh bien, je m'expose à quel risque? Ce risque qui, au fond, peut m'affecter moi-même. Et ayant pris ce risque, nous allons essayer de pouvoir le classifier. Est-il mortel? Est-il un risque qui est moyen? Ça veut dire, est-il un risque qui est fort, grave, sévère? Est-il moyen? Est-il un risque minimum? Nous regardons également, par rapport à cette sévérité, nous pouvons regarder l'impact sur la vie de la personne. Parce que cela est très important que vous pouvez avoir des aspects d'intervention qui vous demandent, par exemple, un isolement strict parce que vous savez bien que le risque est élevé, le risque de contagion, même de contamination, est très élevé. C'est des éléments dont il faut tenir compte. Alors, en ce moment-là, lorsque nous avons pris ce risque-là et que nous l'avons aussi gradé, nous allons aussi regarder du côté du patient. C'est très important pour regarder maintenant du côté du patient lui-même. Qu'est-ce que cela produit du côté du patient? Nous regardons nous-mêmes, mais nous regardons du côté du patient lui-même. Quel est le risque qu'il encourt par rapport à tout cela? À ce moment-là,
Quand nous avons réalisé le type de risque que nous avons, j'aurais aimé que nous puissions faire une petite projection autour de ça. Ça pourra venir juste avant. Le temps de demander à ce que le professeur on puisse partager aussi, ouvrir la section de partage pour que peut-être une petite projection avant la fin puisse être faite pour pouvoir montrer cela après les interventions des uns des autres. Nous regardons également maintenant le matériel que nous utilisons, que nous allons porter, est-ce qu'il nous protège réellement? Est-ce que c'est celui-là qui est attitré? Parce que une surprotection, je parle bien, une surprotection peut entraîner des risques. Quand je parle de surprotection, c'est par ignorance, c'est que au lieu de pouvoir, par exemple, mettre le masque chirurgical ou au lieu de pouvoir mettre le respirateur donc, que nous avons, nous prenons le risque, par exemple, nous prenons le masque de protection à gaz. Si vous suivez au début, à Wuhan, on a dû utiliser des masques de protection du risque de contamination ou d'attaque biologique tel qu'on a dû le voir à la session passée. Ces masques sont très différents. J'aurai le temps de pouvoir projeter ici les images que nous avons eues lors de la session antérieure à la précédente. Et comme ça, nous pouvons voir le type de masque que l'on porte parce que dans le cadre des attaques bactériologiques et autres, nous avons un autre type de masque que nous portons qui est tout à fait spécial et que nous portons même dans la destruction des gaz ou des canettes des médicaments qui sont sous forme d'aérosol. Je vais bien le montrer tout à l'heure dans la projection pour que nous ayons une bonne idée. Donc, professeur, je disais que ce risque aussi du côté du malade, il est aussi à considérer. En ce moment-là, quand je porte les équipements de protection individuelle, je vais les circonstancier par rapport à ce risque-là. Alors, pour chaque maladie, parce que quand une maladie est inconnue, c'est tout autre chose. Mais quand une maladie est connue, il est important dans la formation qu'on montre à chaque personnel de pouvoir évaluer le risque en fonction aussi des étapes de la maladie. Par exemple, pour quelqu'un qui a commencé les tuberculostatiques, s'il n'y a pas une quelconque résistance par rapport à ces médicaments-là, la personne, on sait très bien que dans les 2 semaines, on sait très bien que cette personne n'est plus contagieuse. Faut-il lever les risques? On met aussi faut-il lever les mesures de protection ou faut-il les diminuer? On s'accompagne de tout cela, de la connaissance de la maladie, de sa progression sous traitement pour pouvoir essayer de diminuer donc aussi les mesures qui ont été mises en place. On sait que ce patient n'est plus contagieux parce qu'il a commencé ce traitement. Il y a une négativation, par exemple, de la production des BK dans les crachats, ainsi de suite. En ce moment-là, on diminue et on sait bien rendre ce patient-là accessible à plusieurs personnes lorsqu'on sait très bien qu'il n'est plus un danger pour l'un ou pour l'autre. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'évaluation du risque qui doit pouvoir guider nos interventions et notamment le port des équipements de protection individuelle pour lesquels il faut former aussi les gens par rapport à comment s'en débarrasser. Ça fait partie aussi de cette évaluation du risque. Quand je suis en train de m'en débarrasser, quelles sont les étapes que je suis de façon à ce que je ne puisse pas m'exposer moi-même? Professeur, c'est un peu de façon à ramasser les différents éléments sur l'évaluation du risque. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie. Je vais demander à l'assistance si quelqu'un d'autre peut nous brosser aussi l'expérience de la région dans laquelle il se trouve, euh, comment on organise la prévention et le contrôle dans le cadre des infections respiratoires. À vous la parole. Professeur, en attendant, vous devez demander au technicien d'activer le partage de l'écran. Comme ça, en temps opportun, on peut l'utiliser. Merci. OK, je vais demander à Pascal de préparer cela. En attendant, celui qui a une expérience donnée dans les autres régions peut aussi demander la parole et nous parler de cela. Et je demanderai à Monsieur Pascal de préparer le partage d'écran pour Dr Valérie qui va nous projeter quelque chose vers la fin.
Y a-t-il quelqu'un qui peut nous parler de comment cela s'organise? C'est pas seulement dans le cadre de VIH-Sida, non, je disais de la COVID-19, ça peut être aussi toute autre infection euh, respiratoire. Nous avons la tuberculose pulmonaire, par exemple. On peut nous dire aussi comment cela se fait dans une structure sanitaire donnée, en dehors des coins où Dr Valérie s'est trouvé. Bien, il y a, il y a peut-être pas d'intervenant. Professeur, Nous on peut allons... jouer la provocation des intervenants. J'aime beaucoup la provocation. J'ai vu docteur Ousseyou Gueye. Oui, Apparemment, vous avez quelque chose à dire. Est-ce qu'il y a moyen de vous jeter à l'eau par rapport à une petite expérience de votre milieu? docteur Ousseni. Je crois qu'il n'a pas pu ouvrir son micro. Ah, OK. Oui. Professeur, en attendant, je vais mettre quelque chose pour l'un ou l'autre d'entre nous. Et comme ça, nous allons voir quelque chose d'intéressant. Oui. Et après, je vais mettre une autre chose qui pourrait tout à fait aussi intéresser chacun d'entre nous. Vous permettez que... Allez-y, C'est allez-y. intéressant. Mais c'est assez intéressant parce que dans ce domaine de prévention et contrôle des infections, nous devons partager beaucoup de connaissances. Je vais vous surprendre par une chose. Une dame m'appelle pour dire, Oui, voilà, j'ai été appelé à faire les soins à domicile. J'ai oui. été appelé à faire les soins à domicile. Et le patient qui m'a été confié est un patient avec trachéotomie. Ah, 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 ah. un patient avec trachéotomie, docteur, je sais que vous êtes quelqu'un qui est médecin. Est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que c'est la première fois que je vais avoir ce cas. Professeur, vous sentez comment est-ce que les choses sont? Donc, Ben oui. en dehors du fait que nous sommes là ensemble en train de parler sur cette plateforme, il y a les aspects de dire que la communauté nous pose des questions comme professionnels de santé. Comment allons-nous nous prendre par rapport, je crois que j'aurais aimé, si j'avais eu avant la présence d'esprit, j'aurais bien présenté comment est-ce qu'il faut s'occuper d'un patient de trachéotomie. OK. Mais parce que ce dispositif doit être entretenu, ce dispositif doit être, l'appareil qui a été mis là pour la respiration de trachéotomie doit être entretenu. Ça fait partie des infections respiratoires et de la prise en charge de ces patients et faire la PCI pour que ce patient, ce matériel ne puisse pas l'exposer. Parce que ce matériel est pris de mucus, ce matériel est pris de beaucoup de choses, ça devient un endroit de culture des germes qui peuvent aller jusqu'au niveau de la respiration. Comment est-ce que nous prenons en charge cela? Donc, la question va rester ouverte pour une autre session ultérieurement. Mais qu'à cela ne tienne, il est très important que nous puissions ensemble nous dire que notre étendue n'est pas seulement à l'hôpital, dans les maisons de longue hospitalisation ou de soins de longue durée, des personnes de soins palliatifs ou qui se retrouvent dans des unités de soins palliatifs ou même à domicile, nous avons à appliquer également des aspects de protection ou de prévention et contrôle des infections, et notamment respiratoires, pour ce qui est de ces personnes qui peuvent être des conditions tout à fait différentes. Elles peuvent être des personnes âgées, elles peuvent être des personnes avec des conditions comme le cancer et des personnes qu'il faudra suivre à domicile. Et c'est à nous de donner des conseils aux uns et aux autres. Il y a tout un équipement que nous pouvons avoir à la maison et que nous devons entretenir. Alors, cela étant dit, prof, peut-être Le que partage est possible maintenant. j'ai vu, peut-être que
quelqu'un allait poser la question, c'est la trachéotomie, mais c'est important que nous puissions connaître ce qu'il faille faire. Alors, je vais partager quelque chose tout de suite et qui pourrait peut-être être partagé par Pascal plus tard. Ça, c'est au Canada. Et cet élément que tout le monde peut voir, je l'ai agrandi, probablement que l'un ou l'autre peut lire. La prévention et le contrôle donc, des maladies respiratoires infectieuses. Ça, c'est chez les Canadiens. Et on nous dit de connaître la chaîne de transmission. On nous dit de connaître l'agent infectieux, la source ou le réservoir, quelle est la porte de sortie, quel est justement ce mode de transmission, quelle est la porte d'entrée et quel est l'autre réceptif. Et du coup, quand on parle de cet autre qui est réceptif, on regarde le terrain dont je venais de parler tout à l'heure, que cette personne peut être une personne faisant le cancer, ça peut être une personne d'âge très avancé, ça peut être quelqu'un avec une condition d'immunité débilitante. Donc, c'est très, très important que nous puissions connaître ces choses. Alors, quelle est la pratique courante? Ça m'a beaucoup fait plaisir parce que professeur, je ne sais pas, le professeur provoque beaucoup. Il a dit parler de l'évaluation du risque. Il faut évaluer les risques. Très important dans notre pratique. L'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire, je les ai évoqués. Je tombais sur ce document pendant que j'étais en train de parler et que le prof m'a posé cette question. J'ai dit, oh, il est très important. Nous avons parlé des mesures environnementales. Nous devons nettoyer cet endroit-là, mais aussi nous parlons de cette aération de l'espace dans lequel le patient se trouve pour permettre à ce que le changement, le renouvellement d'air qui est là-dedans puisse diminuer la charge bactérienne ou bien la charge de l'agent infectieux dans l'environnement. Mais d'où on va parler de pression positive, on va parler de pression négative dépendant des types de maladies et des situations. Et on parle de l'équipement de protection individuelle. C'est un élément très important. Vous voyez ces choses ramassées. Et j'entrais en jeu pour dire maintenant, on parle ici de tout ce que nous avons pour pouvoir intervenir sur les surfaces, évaluer le risque. Quand le risque est faible, je parlais travailleurs seuls ou en petite équipe, peu d'interaction avec les autres, voire aucune. J'ai parlé de l'isolement, espace de travail bien ventilé. Et voilà, on est en train de nous donner ceci. Professeur, je crois que je vais partager ceci avec Pascal pour qu'il envoie aux uns et aux autres, ou je vais mettre le lien dans le groupe tout à l'heure pour que chacun puisse avoir ça. Cliquez là-dessus, essayez de regarder. Je disais que c'est chez les Canadiens que nous avons trouvé ceci, et ceci est tout à fait intéressant. Que faut-il faire après avoir touché? Je pense que Oui. vous pouvez mettre le lien dans le chat pour que chacun puisse le trouver facilement et peut-être après, vous pouvez l'envoyer à Pascal, comme ça il le distribue aussi, ou bien il met dans le YouTube. Ben voilà, le lien est là. Mesdames, Messieurs, vous pouvez le piquer et voir les éléments qui viennent de nous projeter en détail chez vous. Alors, prof, je l'ai envoyé comme vous avez dit. Moi, comme je vous ai dit, j'aimerais qu'on aille aussi par provocation maintenant. Nous avons parlé des équipements de protection individuelle. Est-ce qu'il Oui. y a-t-il un volontaire qui peut parler un peu des difficultés d'organisation ou d'approvisionnement en ces intrants, par exemple, que nous utilisons donc les équipements de protection individuelle dont nous avons besoin dans nos formations sanitaires ou même à domicile ou dans nos bureaux où nous travaillons, parce que ça fait partie aussi de ce que nous avons à l'extérieur des formations sanitaires. Y a-t-il quelques difficultés que nous rencontrons par rapport à cet approvisionnement-là dans cela? Et où est-ce que nous nous approvisionnons? Où est-ce que nous nous approvisionnons dans nos institutions ou pour nos institutions? Oui, prof. Ouais, je pense que c'est une question très intéressante dans la mesure où si nous prenons rien que la COVID-19, eh bien, ça s'est passé partout, mais partant seulement de comment se laver les mains, nous n'avons pas partout l'accès à l'eau
hein, à l'eau propre pour se laver les mains. Quoi qu'on dispose du savon, bon, s'acheter aussi des solutions hydroalcooliques n'était pas non plus une chose facile pour toutes les couches de la population. Eh bien, comment cela s'organiser dans les différentes régions de notre continent ou en dehors? Voilà une question posée. Nous aimerions échanger sur ça euh, parmi tous les praticiens qui sont avec nous dans cette session. À vous la parole. Oui, professeur, si je pourrais essayer de répondre à Oui, quelque chose, j'ai une petite préoccupation. oui, Mathias, allez-y. Oui, concernant d'abord l'approvisionnement, comme on disait, de certains euh, équipements, bien sûr, vous savez que la politique de nos gouvernements, dans la plupart des cas, nos gouvernements n'ont pas la politique d'assurance maladie. Et cela fait à ce que toute la charge de soins, de santé revient au ménage. Et quand ça vient au ménage, le ménage n'a pas assez de possibilités. Les revenus est tellement faible pour dire que il y a des revenus de moins d'1 dollar par ménage par jour, ce qui coûte énormément cher. Et dans des structures de santé au niveau rural, cela est plus que grave. Alors, pour s'approvisionner, il faut avoir l'argent. Pour avoir des équipements, il faut avoir l'argent. Et quand nous sommes dans le milieu rural, les soins se payent, mais ça se paye à quel coût? Et il y a même parfois, quand on est malade, on arrive, on laisse en gage sa petite radio ou sa chèvre ou son mouton pour dire que quand je serai guéri, je vais essayer de vendre ma chèvre ou je vais chercher l'argent pendant la récolte des arachides et je viendrai payer. Dans de telles structures, les équipements pour le personnel soignant, ça coûte énormément cher et c'est difficile, surtout que ces structures n'ont pas de subsides pour, euh, pour les unités de soins, le subside de l'État pour les unités de soins. Alors, l'autre aspect est que les personnels soignants trouvent leur structure comme une unité de production. Ils doivent gagner des bénéfices. Et dans la répartition des bénéfices, l'argent qui est destiné pour l'investissement, pour l'achat des médicaments et des intrants, y compris aussi les pourcentages des primes et des personnels, tout ça, c'est des casse-têtes pour qu'une institution sanitaire ou bien une structure sanitaire puisse travailler convenablement. C'est pour cette raison qu'il y a toujours le problème des moyens qui revient. Prenons une structure dans une zone de santé de Katana, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Je prends au hasard une structure A que j'avais visitée. Il y a 7 personnels de santé dans ce centre de santé-là. Et écoutez, parmi tous ces personnels, il n'y a aucun agent qui est payé par l'État ou le ministère de la Santé. Et pourtant, ils sont affectés par la division provinciale de la santé. Et la division provinciale de la santé ne donne rien comme subside à cette structure-là. Donc, le personnel de santé qui est affecté doit se battre pour trouver les moyens nécessaires pour d'abord la structure, pour les agents et pour autre chose. Et c'est là le problème. Donc, c'est une interpellation à ce que nos gouvernements, surtout nous qui sommes
soi-disant dans des pays en voie de développement, qu'ils puissent penser aussi à l'assurance maladie pour que les charges de soins puissent être un peu allégées, parce que si au moins l'État prend 60% et que les personnels ou les personnes malades prennent en charge 40%, ça pourrait permettre à ce que nos structures puissent avoir certains équipements qui peuvent quand même les protéger par rapport aux soins qu'ils sont en train de mener. Deuxième volet, je voulais parler des infections respiratoires. Sur terrain, quand on fait le déplacement, on trouve bien sûr dans des structures qu'il y a des endroits où on isole les tuberculeux. Mais alors, il y a des personnels soignants qui partent soigner les tuberculeux, et quand vous demandez pourquoi vous ne portez pas de masque, ils disent que mais la tuberculose, nous, on a été vaccinés. Je me pose la question et je pose à l'auditoire la question pour le praticien. Est-ce que cette vaccination-là, pour un personnel, pour un agent qui a été vacciné, il a une cinquantaine d'années, est-ce que c'est une garantie de couverture pour dire qu'on peut entrer soigner des tuberculeux sans même masque, on est protégé parce qu'on a été vacciné? Voilà un peu ce que je voudrais connaître pour vous les praticiens. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Marabout, pour votre intervention. Vous avez mis l'accent sur l'assurance maladie et la vaccination. J'ai noté les points que vous avez développés. Il est vrai que l'équipement, enfin, les structures sanitaires ne sont pas toutes équipées compte tenu de sous-équipements, mais aussi de l'organisation. Mais la question que j'allais vous poser à vous-même, est-ce que le vrai problème, c'est toujours le sous-équipement? Je ne pense pas, parce que vous avez répondu avant que je ne vous pose la question en parlant des tuberculeux, que le personnel soignant qui les accompagne ne prend pas les masques ou ne se protège pas d'une certaine manière parce que vacciné il y a longtemps. Je voudrais vous répondre en disant qu'il n'y a aucun vaccin qui protège à 100%. Et puisqu'il n'y a aucun vaccin qui protège à 100%, c'est que le, le pourcent qui reste pour faire 100%, par malheur, la personne qui néglige la protection peut être dans ce groupe et attraper la maladie. Je ne veux pas donner un exemple que j'ai vécu dans une institution donnée du pays. Hein, nous avons toujours fait ceci, hein, c'est-à-dire nous avons l'habitude et nous n'avons jamais attrapé la maladie. Donc, l'équipement, c'est une chose, mais la volonté d'utiliser cet équipement pour la protection en est une autre. Donc, on ne doit pas se plaindre toujours de manque de matériel, mais l'homme étant son propre arbitre, il juge des moments où il peut mettre les masques et des moments où il ne peut pas mettre les masques. L'utilisation des gants, les gants sont là, mais on ne les utilise pas. Donc, nous allons à la messe, nous allons à la mosquée. Il faut
s'approprier de ce que l'imam dit, de ce que le pasteur dit, de ce que le prêtre dit, pour avoir les bonnes pratiques religieuses et la bonne conduite dans la société chaque jour. Mais quand on n'a pas, on ne s'approprie pas des bonnes paroles des imams, des prêtres et des pasteurs, notre conduite sera quelconque en société. En matière de santé, c'est la même chose. Nous qui sommes dans la prévention, il faut continuer à prêcher cette bonne parole. Les précautions standards et les précautions complémentaires. Certes, les moyens, mais les moyens sont là. Les gens ne sont pas convaincus de les utiliser. Eh bien, nous n'avons rien fait. Hein? C'est prêcher dans le désert. Oui, les moyens, mais il faut que l'individu soit convaincu et qu'il s'approprie de ces éléments pour une bonne pratique de la PCI qui peut sauver des gens de la contamination parce qu'il y a une transmission de la maladie. Voilà ce que je pouvais ajouter à ce que vous avez dit, Monsieur Mathias. Donc, l'appropriation de la bonne pratique de PCI, c'est ce qu'il y a de plus important. L'autofinancement dont vous avez parlé des soins dans certains centres de santé régulés, c'est une réalité, mais il y a des organismes qui amènent le matériel et que les gens n'utilisent pas. Docteur Judith, je vois que vous demandez la parole, mais il y a Monsieur Ngouvou, je pense, avant vous, qui avait levé la main. Si nous pouvons lui passer la parole et ensuite on vous donne la parole. Monsieur ou madame qui avait demandé la parole avant que Docteur Judith ne lève la main, est-ce que je n'ai Oui, pas bien... Oui. Oui, merci de la parole. C'est Oui, Jean Citron allez-y. Bunda. Allez-y. Je voudrais ajouter à ce que notre ami vient de parler par rapport au PCI. Je pense que c'est un problème sérieux par rapport au contexte des pays en voie de développement que nous vivons. Ce que j'ai observé, ce que j'ai remarqué, tout le temps les pays rédigent beaucoup de... On n'arrive pas à mettre en application. Vous verrez qu'au niveau de chaque zone de santé qui a le PAO, ils ont fait les plans de contingence, mais mettre ça en œuvre, c'est un problème sérieux. C'est par rapport aux épidémies que nous vivons de gauche à droite. Je vais prendre l'exemple de Covid quand c'est arrivé. Vous allez trouver c'est un pays qui vous dit qu'il avait un plan de contingence tout risque. Mais le pays ou soit la province qui s'est dit qu'il a un plan de contingence tout risque, devant cet événement, ils ne sont pas en mesure de répondre efficacement. Pourquoi? L'observation qu'on a trouvée, par exemple, à des maladies, des infections respiratoires, vous allez trouver dans la plupart des établissements de soins, il y a un sérieux problème. Ce qu'on utilise comme masque, ce qu'on utilise comme blouson, souvent sont dotations de partenaires. Vous allez trouver dans les lignes budgétaires du gouvernement, il n'y a nulle part où vous allez trouver que non, on va vous doter des masques, on va vous doter des gants, on va vous doter de ceci, de cela. C'est comme ça que vous allez voir dans leur pratique, quand la personne est dans les services en train de soigner, chaque malade qui vient, il va les recevoir. Des fois, il n'a pas les gants, il n'a pas de masque. À des fois, le blouson qu'il porte, c'est lui-même qui a pu payer ça, qu'il doit porter ça 3, 4, 5 jours parce qu'il n'a pas les moyens de payer d'autres.
Et il a reçu la personne qu'il a consultée, par exemple, je donne quand il y a eu l'épidémie d'Ebola, il a consulté, il pensait au cas des paludismes graves. C'est 3-4 jours après qu'il se rend compte que non, il était en contact avec la personne qui a Ebola et si longtemps lui-même n'était pas protégé quand il a reçu ces malades-là. Il ne portait pas les gants, il n'avait pas de masque, il était en contact direct avec ces malades-là. C'est de la même situation que nous avons vécu avec la situation Covid. Covid, je dirais que quand la maladie a commencé, et jusqu'à présent, dans la plupart de nos structures, il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de tenue de protection individuelle. Si un partenaire, l'OMS, soit l'UNICEF, soit USAID, n'a pas doté ces masques et ces blousons dans une structure, l'État ne pense pas à acheter ou soit passer des commandes dans leur lot de médicaments, de matériel et autres choses pour que chaque fois, tel qu'on approvisionne en médicaments, on peut approvisionner aussi en cache-nez avec des gants. La structure qui a par exemple 5 ou 3 paires de gants pour toute une journée, il s'est dit non, on garde ça, peut-être c'est pour diriger l'accouchement, peut-être c'est pour faire des sutures en cas de plaies, mais le reste des pathologies, même quand on est devant les tuberculés, on n'a rien, on n'a même pas de masque. C'est comme ça que moi je me dis, c'est d'abord commencer à sensibiliser ceux qui nous dirigent au niveau du ministère. Quand on élabore les plans de contingence tout risque, on doit mettre des moyens pour prépositionner dans chaque province, dans chaque zone de santé, dans chaque unité de soins, pour dire, en cas de ceci, voilà comment est-ce que nous pouvons répondre. Mais on trouve que ce sont des tests, ce sont des documents qu'on élabore peut-être pour des justifs, pour dire la zone a un plan de contingence, la zone a de ceci, mais en réalité, quand il y a un problème qui s'est vu, il n'y a pas moyen de répondre. En plus de ça, c'est par rapport même aux gouvernements provinciaux. Dans chaque province, c'est nos collègues qui sont avec nous dans les groupes. Vous allez trouver que cette fois-ci, quand il y a un événement de santé publique, quand il y a l'épidémie qui se pointe quelque part, ce n'est pas d'abord l'affaire du gouvernement. On va vous dire, vous avez des partenaires. Et c'est là où que ça rend faible le système. Vous avez des pathologies, vous avez des épidémies, vous avez des ceci, des personnes qui peuvent intervenir, c'est sans qu'ils ne sont pas protégés. Tel que l'exemple que notre ami a donné. La personne n'a pas de moyens de s'acheter lui-même des masques. Il n'a pas le moyen de s'acheter lui-même des gels. Il n'a pas le moyen de s'acheter lui-même des blousons et autres tenues. Comment est-ce qu'il doit être auprès du malade parce qu'il est affecté? Et il est affecté là, c'est par contrainte qu'il va aller pour toucher les malades demain après demain, parce que si nous allons recenser les cas de tuberculose, vous allez trouver que, moi je demanderai si on peut mener l'enquête sur ça, vous allez trouver que les personnels soignants maintenant, là, c'est la plupart des infirmiers sont aussi contaminés. Ils partent pour soigner un tuberculé, demain, après-demain, lui-même commence à tousser. Quand on fait des examens, il est contaminé. Pourquoi? Il n'est pas protégé. Tout ce qu'on parle des masques, tout ce qu'on parle de ceci, le gouvernement ne rend pas disponible dans les structures si le partenaire n'a pas payé, n'a pas positionné quelque part. Et même la dotation des partenaires, ça vient quand? C'est quand ça a déjà brûlé quelque part, qu'il y a eu autant de contamination, ça vient toujours en retard. Alors c'est là où moi je voudrais demander, professeur, si on peut voir dans quelle mesure qu'on peut arriver à sensibiliser les autorités sanitaires de sorte que c'est qu'on planifie dans les plans de contingence tout risque, qu'on arrive à mettre les moyens dans ces plans de contingence-là, de sorte qu'une fois qu'il y a l'épidémie, une fois qu'il y a telle situation de santé publique qu'il faut intervenir, qu'on trouve que dès qu'on tire les éléments qu'on avait déjà planifiés dans les plans de contingence tout risque, on ramène dans les plans de riposte et on a les moyens de riposter contre cette maladie. Mais si chez nous, dans les pays, tout le temps qu'il y a un problème de santé publique, tout le temps qu'il y a des épidémies, qu'on enregistre autant de décès, parce qu'on n'est pas préparé. Si même on est préparé, on a la connaissance, on n'a pas les moyens d'intervenir, vous allez trouver que vous allez tourner des méninges de gauche à droite, mais rien n'arrive. Si les partenaires qui peuvent vous accompagner arrivent, c'est avec un grand retard. C'est comme ça que notre ami qui a parlé des masques, qui a parlé des épis, c'est un sérieux problème. Aujourd'hui, là, quand vous passez dans les structures, chers professeurs, vous ne trouverez pas ça. Si ça y est, c'est dans quelques structures, on va vous dire, c'est tel partenaire qui nous a dotés, c'est l'OMS qui nous a laissé, c'est l'UNICEF, c'est l'USAID, ainsi de suite. Mais
pour la plupart des pays en voie de développement, ce n'est pas leur affaire. C'est comme ça que moi, c'est sous forme d'un plaidoyer qu'on peut voir comment est-ce qu'on peut accompagner nos pays, comment est-ce qu'on peut accompagner nos pays quand ils élaborent leurs textes, qu'ils arrivent à respecter, à mettre les moyens. Merci. Merci beaucoup, mon cher Mbunda, pour ce plaidoyer. Euh, nous vivons un paradoxe. Nous vivons un paradoxe. Docteur Valérie, je vais vous passer la parole après. Je vais donner la parole à Docteur Judith, comme ça vous pouvez répondre en même temps. Docteur Merci Judith? beaucoup. Oui, merci beaucoup, professeur. Oui. Monsieur Sistewa essaie un peu de ramasser quelque chose, mais nous pensons que dans nos hôpitaux, c'est plus un problème des dirigeants. Parce qu'on se rend compte que nos directeurs ou bien l'équipe dirigeante de nos hôpitaux, ce sont des gens qui ne sont pas vraiment formés par rapport à la PCI. Ce sont de praticiens et qui ne connaissent pas trop pour ce qui concerne la PCI. Ce qui fait que souvent l'équipe qui est chargée de la PCI n'a pas vraiment la main tendue de la direction pour que certaines mesures, certains protocoles puissent être appliqués dans nos institutions, ou bien pour que tout ce qui concerne équipement de protection ou différents moyens pour la PCI puisse être mis à la disposition de l'équipe. Et donc, nous pensons que même si les hôpitaux seraient dotés de différents matériels, si déjà l'équipe dirigeante ne, ne connaissent pas, ne connaît pas la nécessité de la PCI pour une bonne qualité des soins dans nos hôpitaux, déjà c'est un grand problème. Et de ce fait, nous pensons que si l'État pouvait s'impliquer, que chaque directeur de chaque hôpital puisse avoir une formation dans ce qui concerne la PCI, peut aussi aider nos hôpitaux, peut aussi aider les personnels soignants, parce que c'est difficile de dire au personnel soignant, médecins, infirmiers, de faire ceci ou cela sans qu'ils aient au moins une pression. C'est, nous, Congolais, nous aimons un peu trop la pression. Nous voulons à chaque fois que quelqu'un soit au-dessus de nous pour nous rappeler, pour chicoter. Et alors, si les directeurs, l'équipe dirigeante lui-même ne connaît pas les bien-fondés de la PCI, c'est vraiment un problème sérieux. Parce que je prends l'exemple, on se voit dans des hôpitaux là où les salles d'isolement sont carrément changées en des salles d'hospitalisation. Vous pouvez avoir un malade à isoler avec un risque infectieux élevé, comme docteur Valérie l'a dit, mais vous n'avez pas un endroit où isoler les malades, seulement parce que la personne qui est à la tête ne comprend pas les bien-fondés. Et les malades est mélangé avec d'autres malades, les prestataires des soins qui prennent en charge les malades sans être bien équipés. Et donc, souvent, ça pose problème. Bien sûr, les prestataires des soins, nous avons aussi nos comportements à risque. Nous avons du mal à suivre certaines choses, les lavages des mains, les ports des masques, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui prend la direction de tout cela. Et la personne qui doit prendre la direction de tout cela, c'est d'abord le directeur, c'est d'abord l'équipe dirigeante de l'hôpital. Et donc, pour moi, si les gouvernements, la politique du pays pouvait s'impliquer, que chaque directeur de chaque hôpital puisse avoir une formation en PCI. Ça peut aussi améliorer la qualité des soins dans nos hôpitaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Judith. Je rappelle, docteur Valérie qui me suit pourra compléter et pourra vous donner les piliers de la PCI. Sans l'intervention de dirigeants de la structure, eh bien, le comité de la PCI va boiter.
Alors, docteur Valérie, je vous donne la parole tout en disant que le temps imparti est presque atteint et soyons brefs pour que ceux qui se sont donné la peine de venir échanger avec tout le monde puissent aussi partir. Merci, docteur Valérie, vous avez la parole. Merci pour tout cela, professeur, et notamment pour toutes ces interventions. Et voyez-vous que cette session vaudrait mieux même la peine d'être répétée une autre fois et nous l'espérons que chaque fin du mois, nous pourrons avoir pareille session où nous avons ces échanges de façon à pouvoir éclairer. Parce que le temps qui nous reste étant réduit, ce serait assez difficile de tout aborder. Mais allons tout de suite. Je suis très heureux de l'intervention de la collègue qui vient de parler tout de suite là, Madame Judith Bravo. Pourquoi Bravo? Eh bien, nous savons bien que pendant que nous continuons à faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour rappeler les responsabilités du gouvernement, nous devons continuer à faire le travail sur place et sur terre. Une question rapide auprès des participants. Qui est-ce qui vous envoie l'ocytocine dans votre centre de santé ou dans votre hôpital où vous êtes? D'où est-ce que vous recevez l'ocytocine? Est-ce que ça vient du gouvernement central, ça vient du gouvernement provincial ou bien ça vient de la procuration que les gestionnaires font? Si je peux avoir la réponse à cette question, ça me permettrait d'évoluer. L'ocytocine que vous avez dans votre centre de santé, M. Cicéron, ou bien l'antitussif que vous avez au niveau de votre formation sanitaire, ça vient du gouvernement central, du gouvernement provincial, ou bien ça vient de l'équipe de gestion de l'hôpital? Ça vient de l'équipe de gestion de l'hôpital dans les réquisitions des médicaments qu'on paye sur le marché. Vous avez répondu à la question. Maman a dit tout à l'heure, Madame Judith dit très clairement que si les responsables sont formés, ils vont budgétiser pour mettre là-dedans. Ça veut dire que le masque, autant de masques sont consommés mensuellement, vous les achetez, vous répartissez la dépense qui a été faite au niveau des masques, vous la répartissez parce que vous dites que c'est autant qui a été utilisé, ça va être sur la facture qui va être payée par le malade. C'est fini, vous avez résolu le problème parce que les masques vont venir de la réquisition routinière. Pourquoi avez-vous besoin qu'un donateur étranger vienne faire ce travail-là? Donc, vous améliorez la qualité de soins parce que ce patient est protégé et de ce qu'il paye, il protège aussi les autres dans la communauté. Vous avez résolu le problème. Je dis bien en partie, pas totalement. Donc, ça veut dire que la budgétisation des intrants PCI, pour que nous puissions avoir la raclette qui nous permettrait de pouvoir nettoyer, pour avoir le désinfectant qu'il doit pouvoir faire là, nous nous associons dans la zone de santé où nous sommes pour essayer de les avoir à moindre coût. Nous avons le BDOM, ça veut dire le Bureau diocésain des œuvres médicales, qui peut travailler ensemble avec la zone de santé pour que nous puissions avoir le circuit d'approvisionnement à moindre coût et qui permettrait à ce que dans la zone de santé, les uns et les autres puissent aller s'approvisionner à moindre coût en mettant les efforts ensemble. Et j'aimerais insister ici sur ces aspects. À l'est de la République démocratique du Congo, il y a une culture qu'il faudra exploiter. C'est un bénéfice très grand et fort malheureusement qui n'est pas exploité par beaucoup de gens parce que nous attendons probablement que les gens puissent nous donner. L'organisation des 10 maisons, des Nyumbakumi, où les gens se réunissent pour parler des problèmes de la sécurité dans la province ou bien dans l'ère de santé, pour parler des problèmes de santé, d'approvisionnement en eau, sont des structures très importantes qui nous permettraient de pouvoir avancer. Nous ajoutons là-dessus qu'ils sont aussi en train de travailler avec les relais communautaires qui sont en train de partager l'information, la communication du point de vue de l'information PCI. Et nous avons des piliers très forts sur lesquels nous pouvons reposer en ce sens. Je crois que, professeur, je reviendrai sur les piliers, ou nous tous reviendrons sur les piliers ultérieurement, parce que cela permet à ce que, pour que la PCI puisse être effective, par exemple, les 8-9 piliers que nous avons, les 8 que nous avons, on a besoin de pouvoir les faire fonctionner et les faire fonctionner comme il se doit. Et quand on les fait fonctionner comme il se doit, la PCI devient effective. J'aimerais clore alors pour dire ceci. De la même façon, les différents dépôts que nous avons pour pouvoir nous approvisionner en intrants, la formation que nous devons donner aux gestionnaires,
nous devons ajouter l'aspect de compensation. La compensation. Quand quelqu'un a une maladie professionnelle, la tuberculose, quand une personne la contracte, elle devient une maladie professionnelle. Professeur, permettez-moi, je vais aller très vite en projetant quelque chose. Cette fiche d'évaluation des risques que nous avons, que l'OMS a dû développer, quand quelqu'un a été exposé à la COVID, avait-il porté les équipements de protection individuelle? L'OMS a développé cet outil très important, je ne sais pas s'il est visible. Cet outil ici est disponible. L'algorithme pour évaluer les risques durant la COVID. Si la personne a pris le risque et que nous puissions arriver à dire est-ce que cette infection elle est communautaire, est-ce qu'elle est acquise aux soins, elle est liée aux soins. C'est des éléments très importants. On pourrait encore y revenir une autre fois. Les activités qu'on a dû faire, ce que la personne a dû poser, pour que cette personne ne puisse pas recevoir la compensation si elle n'a pas respecté ces choses. Ça va mettre la pression sur le personnel de santé pour respecter ce qui lui est requis, de façon à ce que si elle est enrôlée avec le système de sécurité va couvrir pour pouvoir jouer la compensation. Professeur, c'est beaucoup de choses, je préférerais m'arrêter par ici, et pour dire aux uns et aux autres que nous devons utiliser les ressources locales tout en continuant à faire le plaidoyer ailleurs. L'Est de la RDC est très fort dans ce système d'organisation. Merci beaucoup, Dr Valérie, pour ces apports. Nous allons prendre dans le chat l'intervention de Madame Christine Lunjuire, mais aussi nous allons donner la parole à Monsieur Nzengu, que je cherchais il y a quelques instants. J'ai mal prononcé son nom. J'ai lu ce que Madame Christine a écrit. Bonjour à tous et merci pour ce passage. Je voudrais poser un mot par rapport à la protection de chaque prestataire. C'est vrai que celui-ci devra prendre conscience d'abord du danger auquel il est exposé, se prendre en charge avec ses moyens en attendant que le moyen soit disponibilisé. Mais ma contribution, c'est par rapport à l'organisation interne de chaque ESS, l'importance des EPI, c'est-à-dire des équipements de protection individuelle, afin de prendre dans le budget des frais de fonctionnement et autres dépenses nécessaires de la structure, je pense, où il faut prévoir les épis. Merci. Voilà sa contribution et son apport. Alors, docteur Nzengu, est-ce que vous pouvez poser votre problème maintenant? Bon, je suis messager chilien, moi personnellement. Concernant la PCI d'abord, je dirais que en parlant des épis, il y a des épis qui ont déjà été distribués, mais la gestion de ces épis-là pose problème. Je prends l'exemple, lorsqu'il y a eu Covid, il y a eu des cache-nez qui ont été distribués, il y a eu des gels hydroalcooliques qui ont été distribués, il y a eu même des épis de protection, les tabliers, les agéniques qui ont été distribués. Mais lorsque nous allons dans la communauté, nous trouvons que ces épis sont utilisés par des personnes qui ne sont pas médicales. C'est des personnes non médicales qui utilisent ces épis contre la poussière et contre l'eau des pluies. Ils utilisent ça comme imperméable et ils utilisent ça comme anti-poussière. Bon, d'abord, nous-mêmes, personnels de santé, nous gérons mal les épis que nous avons. C'est ça le premier problème. Il y a des structures qui ont les épis. Moi, je parle de la province où je suis au Kassai-Oriental. On a reçu autant d'épis. Qu'est-ce que nous faisons de ces épis-là? C'est là aussi le problème. On peut avoir les épis pour se protéger, mais si on gère mal ces épis, c'est aussi un problème sérieux. On s'attaque toujours au gouvernement. La plupart du temps, on dit que le gouvernement ne disponibilise rien, ce sont les partenaires qui disponibilisent les histoires pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons de la gestion de ce que les partenaires disponibilisent pour nous?
C'est là où se posent les plus grands problèmes que nous avons dans la gestion des systèmes de santé. On gère mal euh, les histoires que nous recevons de partenaires gratuitement et nous oublions que c'est ce que nous recevons gratuitement ont un coût. On les gère très mal et cela arrive que, bon, on commence à se plaindre, comme on se plaint là, on se dit non, on n'a pas des épis. Alors on en a eu à quantité industrielle, mais on a mal géré. Ça, c'est le premier problème, la mauvaise gestion. Mais il y a aussi un autre problème, les personnels qui sont dans nos structures, il y en a qui sont têtus. Vous trouverez un infirmier qui travaille aux urgences ou au triage de malades. L'hôpital disponibilise pour lui le cache-nez, par exemple. On s'est dit, tu dois mettre ce cache-nez pour te protéger contre des malades parce qu'on ne sait pas qui vient et qui a quelle pathologie. Mais la plupart des infirmiers, des médecins font fi à ces instructions-là. Ils se disent, non, c'est important de porter un cache-nez. Est-ce que? Et moi, je dirais que le deuxième problème des épis, c'est la volonté de les mettre qui se pose. La plupart des gens, la plupart des personnels médicaux ou des infirmiers, ils n'ont pas l'habitude de mettre des équipements de protection individuelle. Ils ne trouvent pas ça important. C'est un peu ça. C'est que là, nous devons aussi agir. C'est que ceux qui gèrent les hôpitaux ou soit ceux qui gèrent, ceux qui sont à la prévention doivent intensifier la sensibilisation de l'importance du port des épis. Et lorsqu'on aura d'abord sensibilisé les personnels médicaux et infirmières qui ne mettent pas les épis, et peut-être on pourra maintenant voir la population. Parce que si nous, les modèles, personnel médical, médecins et infirmiers, nous ne mettons pas ces épis, quel modèle donnons-nous aux personnes qui viennent? C'est aussi les points que je voulais aborder à ce sujet-là. Je pense que vous avez repris ce qui a été dit avant, c'est ce que vous vivez. Il y a un paradoxe entre l'approvisionnement en épis et leur utilisation par le personnel auquel ce matériel est donné. J'ai insisté sur l'appropriation de la bonne pratique de la PCI. Dr Valérie a beaucoup insisté aussi sur la formation. Le mot le plus important que vous avez avancé ici, c'est la sensibilisation de ce personnel. C'est ce que j'ai appelé la bonne parole de la prévention pour que tout le monde s'approprie ces bonnes pratiques pour éviter la transmission de ces micro-organismes à eux-mêmes et aux malades dont nous sommes appelés à assister. Donc, il faudrait, par l'avenir, comme l'a souhaité mon confrère Valérie, que nous organisions encore des séances pareilles pour échange d'expériences, pour que nous puissions espérer avancer la PCI. Je voudrais dire à Dr Judith que la PCI, c'est l'enfant pauvre de la médecine. Nous ne pouvons pas souhaiter le retour de la COVID dans l'ampleur qu'elle avait il y a 2, 3 ans pour sensibiliser les gouvernements à doter leur pays des moyens pour éviter la survenue de telles épidémies. Mais c'est la COVID-19 qui a sensibilisé le monde pour établir le minimum de la PCI. Qu'à cela ne tienne, les problèmes sont nombreux, mais le premier problème, c'est
le personnel lui-même, qui est son propre arbitre, qui juge quand il peut utiliser le gant, quand il peut utiliser l'épi, sans se rendre compte des conséquences de ses refus. Nous allons nous quitter. C'était une très, très bonne séance, à mon avis. Et je rappelle l'assistance qui a un bulletin à remplir qui est déjà positionné sur le chat. Nous attendons que vous le remplissiez et que vous puissiez nous le renvoyer parce que c'est très nécessaire d'apprécier les séances comme celle-ci pour nous améliorer davantage dans les prochaines sessions. En tout cas, merci, merci infiniment pour ces contributions. Je remercie aussi Madame Kanika et son équipe qui nous ont permis de vous atteindre et d'échanger entre nous, tout en nous excusant que la séance qui devait passer aujourd'hui sur la PCI dans les moyens de transport, qui a été reportée pour la semaine prochaine, eh bien, elle aura lieu et après cette session-là, nous allons annoncer le programme du mois d'août. Merci, merci infiniment à tous et ça dépend de là où vous êtes. Bonne soirée et à plus. Merci beaucoup, docteur, professeur, merci beaucoup. Merci aussi à vous. Nous travaillons pour la Centrafrique pour un projet, le projet ECHO. Oui. Et nous avons besoin d'un support approprié pour que nous puissions arriver dans un contexte approprié du projet ECHO en République centrafricaine. Pour cela, nous remercions beaucoup Mme Kanika, M. Conan, Dr. Kwasi Emilian et beaucoup d'autres qui ont contribué que la République centrafricaine bénéficie de ECHO. Merci beaucoup à vous tous. À la prochaine. Bien, Monsieur Alphonse Conan vous suit et il est très actif. Je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais veuillez vous organiser aussi et cela vous sera une réalité dans quelques mois. Oui, nous sommes dans la liste. On a mobilisé beaucoup de gens autour de nous pour que le projet ECHO soit une réalité en République centrafricaine. On a un peu de difficultés, mais on avance pas à pas et on va y arriver. Avec ce que nous voyons ici, encourage le monde, encourage la République centrafricaine, la RDC et d'autres pays comme Burundi, Rwanda et les autres. Donc, nous sommes là. Nous avons besoin de votre soutien et votre aide pour que nous puissions arriver comme vous. Merci beaucoup. Je m'appelle Seydou Matumba Kaitan, le représentant pays de l'ONG COYAP, de mener de ECHO en République centrafricaine, avec mon équipe. Merci. Merci. Merci, merci beaucoup, Monsieur Djouma. Et à la prochaine. Inch'Allah. Merci, merci. Merci beaucoup et à la prochaine. Chers participants, n'oubliez pas de remplir le bulletin. Ça va nous aider à nous améliorer prochainement. Merci beaucoup.